Hey, tu savais que 61% des jeunes ont peur de ne pas avoir les moyens nécessaires pour avoir un bon logement plus tard? Et toi, tu savais qu'une personne sur deux entre 18 et 34 ans estime que leur famille ne pourrait pas les aider financièrement pour acheter ou louer un logement? Ouais, et en plus, 13% des Belges déclarent avoir un problème de santé lié à leur logement. Mais surtout, tu savais que le droit à un logement décent, c'est dans la Constitution? Une insécurité et une inquiétude globale relative à l'avenir et à la crainte de vivre dans leur précarité planent dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Des problèmes, il y en a, mais il existe aussi des solutions. L'Attitude Jeune, organisme jeunesse de Solidaris, nous a demandé d'investiguer cette question du logement auprès de 3 de leurs volontaires. Alors actuellement, j'ai l'aide du CPAS qui me du coup verse 1200 € par mois pour payer le loyer et les factures et autres, ainsi que l'alimentation. Dans mon quotidien, je crois souvent des jeunes qui m'expliquent que justement ils ont cette crainte de ne pas trouver de logement justement après les études secondaires, dû au fait qu'ils n'avaient pas forcément des parents aisés ou qu'ils doivent justement chercher du travail avant de pouvoir se loger. Donia a 20 ans, elle est en recherche d'emploi et elle a dû prendre son autonomie très jeune. Et c'était un peu dur au début parce que je partais un peu avec rien sans connaissance du logement, qu'il fallait avoir une garantie locative, un garant, etc. Enfin, toutes ces questions un peu pratiques avant d'avoir son appartement. Et c'était un peu stressant au début, mais je pense que j'ai trouvé la force nécessaire pour justement chercher partout, toujours demander de l'aide, de gens qui peuvent me conseiller. Et en fait, c'est toujours en cherchant que j'ai trouvé finalement de l'aide. Et je crois que c'est parce que j'avais vraiment envie d'avoir un logement que ça m'a un petit peu forcé à me booster, à bouger. J'ai eu des difficultés au début. Et puis en fait j'ai trouvé une association, enfin une ASBL qui s'appelle le CEMO. Cette ASBL-là, ils ont un projet CAP. C'était un quote autonome en projet. Et c'est-à-dire qu'en tant que personne de 18 à 23 ans, il t'accompagne à t'aider à trouver un premier logement. Et donc, tu as un logement via Logement pour tous. Et c'est ce qu'on appelle un logement de transit. Donc, tu passes 1 an dans le même logement. Et suite à ça, soit tu trouves un deuxième logement, soit ils te mettent dans un autre projet de logement à plus courte durée. Donc, ça peut durer jusqu'à 3 ans, le bail. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai su avoir mon tout premier appartement. On a demandé à Donia ce qu'elle voulait améliorer par rapport au logement. Quelque chose autour de la garantie locative, que le CPS puisse aussi être adhéré comme un garant, quoi. On a posé la question à Sophie de chez Infojeune Scarbeck qui nous y répond. Pour la garantie locative, parce que ça c'est quand même un gros souci pour les jeunes, c'est une somme qu'on doit mettre en plus au début de la location alors qu'on a déjà plein de frais à ce moment-là. Et donc il y a certains organismes qui proposent une sorte de prêt en fait, donc ils prêtent la garantie locative et à la fin du bail, ils la récupèrent. Et donc si il y a eu des dégâts ou quoi, là la personne doit elle-même payer la différence, quoi, parce que l'organisme doit récupérer l'entièreté de la garantie qu'il aura prêtée. Mais donc il y a les CPS qui organisent ça. À Bruxelles, il y a aussi le Fonds du logement qui le fait dans certaines conditions, donc des conditions de revenus essentiellement. Faut savoir qu'à l'époque, je travaillais. Maintenant, entre-temps, j'ai déménagé et je ne travaille plus parce que j'ai repris des études de plein exercice. Voilà. Et donc, entre la période pré-inflation et l'époque actuelle, la différence, elle est totale. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais à vivre et maintenant, c'est plus de la survie. Après, c'est mon choix, j'ai repris mes études et donc, en quelque sorte, j'assume ces complications. En reprise d'études, Christian a dû trouver des alternatives au travail, dont le statut BIM. J'ai pris connaissance du statut BIM, donc c'est un statut spécial accordé par les mutuelles. Et grâce à ce statut, donc c'est un statut qu'on attribue aux personnes qui ont un revenu inférieur à un certain barème et donc entre autres les gens qui sont au chômage. Et c'est un revenu qui permet d'avoir accès à certaines réductions, entre autres à la STIB, avec un abonnement qui est beaucoup moins cher, nettement moins cher que pour une personne qui n'a pas le statut BIM. J'aurais aimé avoir accès à une sorte de statut spécial étudiant, donc j'aurais aimé avoir un travail étudiant qui n'aurait pas été comptabilisé dans
dans mon attribution de chômage. Je touche donc entre 1300 et 1400 euros par mois. Parce que je vis seul, c'est mon statut, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Si je devais vivre en colocation, ça perturberait totalement le dispositif de cette aide. Ouais, ça c'est un petit peu tous les problèmes qui sont liés. En fait, dès qu'on touche une allocation sociale, chômage ou quoi, il y a toujours des limitations en fait qui sont un peu contre-productives finalement. Mais voilà, ici pour le logement, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que pour les revenus de remplacement, il y a le statut cohabitant où là effectivement on touche moins que si on est considéré comme isolé. Et du coup c'est ça ici sans doute qu'il avait comme souci. Donc dans ces cas-là, soit oui c'est mieux d'habiter seul, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. C'est aussi possible de quand même vivre avec d'autres personnes, mais dans ces cas-là il faut faire attention à ce que la colocation soit vraiment, elle est organisée de manière à ce qu'on puisse dire qu'on vit seul, mais dans un logement qui est partagé avec d'autres. Donc qu'il ait sa chambre, qu'il ait ses propres affaires, qu'il ait ses courses, qu'il ne fasse pas de la nourriture en commun, qu'il ait son propre linge. Enfin, c'est des petits détails comme ça. Hein. Mais il peut y avoir une enquête sociale pour venir voir comment il vit. Et s'il peut prouver qu'en effet, il vit dans un logement qui est partagé, mais qui vit seul et qui n'a pas une mise en commun au niveau de l'argent, au niveau des dépenses, etc., il pourrait quand même être considéré comme isolé. Mais voilà, c'est toujours un petit peu touchy comme situation, donc oui. Byron a 26 ans, elle est prof non nommée et a peur de cette instabilité. C'est pas une peur par rapport à l'achat. J'ai pas peur de pas pouvoir acheter si je suis pas nommé, mais j'aime pas cette instabilité. Je prendrai un exemple concret. L'année dernière, quand j'ai signé mon bail, je travaillais au collège du Sacré-Cœur de Charleroi. Fin d'année, on me dit que mon contrat est pas reconduit. Mais j'ai pas osé le dire à mes propriétaires, en fait. J'avais peur qu'ils me prennent pour quelqu'un d'instable, qui serait pas capable de payer son loyer, alors que globalement, au 1er septembre, entre guillemets, on s'entend maintenant, c'est au mois d'août, je travaillais. Et j'ai un contrat jusqu'au mois de juillet. Enfin, Donc, c'est pas parce que j'ai plus le même travail que je suis instable, mais j'avais peur de l'image que je pouvais renvoyer. Alors je sais que la région wallonne propose des prêts jeunes propriétaires. Le problème, c'est que leur site est assez flou et compliqué à comprendre, parce qu'ils mettent surtout en avant les prêts pour les familles nombreuses et non pour les jeunes. Et donc j'ai dû farfouiller parce que j'avais l'info, je crois que c'est un Fort Jeune qui m'avait donné l'info à l'époque, il y a quelques années d'ici, parce que j'ai toujours eu l'ambition d'acheter mon bien. Et donc je m'étais déjà renseigné et j'ai cherché, j'ai fini par tomber sur un numéro, j'ai essayé de les appeler, ils sont pas joignables, mais je sais qu'ils existent, mais c'est difficile d'aller vers eux. Et à part ce fonds de prêt, pour aider les jeunes, je vois pas tellement, parce que j'ai plus l'impression d'avoir des gaillards en costard-cravate qui veulent m'arnaquer, qui veulent me serrer la main, que des gens bienveillants qui ont envie de m'accompagner en fait. Si ma seule priorité c'était de regarder au logement pour les jeunes, je voterais sans doute pour le parti qui proposerait un pôle d'accompagnement. Et une simple ligne ou une adresse mail que je pourrais joindre et qui me répondrait sans me prendre de haut, sans me prendre pour un adulte. Parce qu'en fait, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a deux réponses possibles, j'ai l'impression, à ce genre d'appel à l'aide. C'est soit le « tu sais pas, en fait, ça se fait comme ça, on te prend un peu de haut », soit on te prend déjà pour un adulte qui sait tout et on te parle à mi-mot. Et dans les deux cas, je m'y retrouve pas. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, mais qui m'accompagne comme le jeune de 26 ans que je suis, pas comme un enfant, ni comme un adulte qui sait tout. En tant que jeune, je pense que les jeunes ne sont pas du tout assez outillés par rapport à ça. Il y a un gros manque d'informations. Après, c'est aussi de plus en plus difficile d'obtenir un prêt. Quand on pense aux générations d'avant, à 25 ans, beaucoup de personnes étaient propriétaires. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et ça va pas aller en s'améliorant. Il y a vraiment de plus en plus de conditions au niveau des banques, d'avoir un apport quand même conséquent. Donc voilà, en tant que jeune, c'est compliqué. Il y a un manque d'informations. Maintenant, il faut pas hésiter à aller voir plusieurs banques, en fait. C'est déjà pas s'arrêter à un refus. Si vraiment on a un projet sérieux d'achat, pas s'arrêter à un refus d'une banque, vraiment aller voir partout. Comparer aussi ce qu'on nous propose comme taux en fait hypothécaire.
de comparer, de pas directement signer en fait quand on nous fait une proposition de prêt, mais de pas hésiter à dire oui, attendez, je reviens vers vous, et d'aller comparer, parce que parfois ça peut quand même être des sommes intéressantes. Si on a un prêt, même si c'est 50 € par mois qu'on paye en moins, c'est toujours ça en fait. Sophie nous a encore donné quelques conseils par rapport au logement. Premièrement, l'offre en fait de logements sociaux. On a des logements sociaux spécialement conçus pour les étudiants. C'est intéressant, c'est à des tarifs intéressants. Il y a aussi l'agence, donc c'est l'AISE, l'agence immobilière sociale étudiante, qui est derrière ces logements. Et donc on a des logements qui sont quand même contrôlés, etc., qui ne sont pas non plus... il y a quand même un petit contrôle derrière. Malheureusement, il n'y a pas assez de logements comme ça, en fait. Donc, il y a beaucoup de listes d'attente. Et ça, c'est quelque chose que les politiques pourraient mettre en place, de simplement augmenter l'offre de logements sociaux disponibles pour les étudiants. Au niveau des quotes étudiants qui sont proposées dans les universités, il y en a aussi, mais de nouveau, il y a des listes d'attente. Donc, ça aussi, ça peut être de simplement augmenter cette offre. Au niveau des tarifs, on sait aussi que les tarifs des cotes deviennent vraiment exorbitants à Bruxelles. Beaucoup d'étudiants ne peuvent pas se payer un cote. En fait, ils restent chez leurs parents ou doivent faire les trajets s'ils viennent de loin parce que c'est trop cher. En Wallonie aussi, ça commence aussi à augmenter de plus en plus. Donc là, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, il y a une grille indicative des loyers qui a été créée pour justement un petit peu... mettre un cadre au niveau des loyers. Les propriétaires ne sont pas obligés de limiter leur loyer à cette grille-là. Mais en tout cas, c'est une grille qui est faite pour informer déjà les locataires de qu'est-ce qui est plus ou moins juste en termes de prix et mettre un cadre aux propriétaires. Donc ça peut un petit peu les inciter à ne pas complètement exploser les prix. Mais je pense que des initiatives comme ça, ça pourrait être encore encouragé, voire peut-être dans certains cas... être un peu plus restrictif au niveau des propriétaires et peut-être mettre certains cadres au niveau des prix qui peuvent être demandés pour des cotes étudiants. Et alors, il y a aussi tout ce qui est les différents types d'habitat. Par exemple, il y a maintenant des chouettes initiatives en matière de logement intergénérationnel. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être développées par les politiques parce que de nouveau, il n'y en a pas encore énormément. Mais ça, moi, je trouve que c'est des choses qui peuvent être chouettes parce que du coup, c'est un tarif très avantageux pour l'étudiant. Par exemple, avec l'ASBL, un toit 2 âges. Là, c'est, je pense, 200 € environ que l'étudiant doit payer. Donc, c'est très correct. Et donc, il vit dans un logement qui est en commun avec soit une personne âgée, soit une famille. Et donc, le but, c'est qu'il puisse rendre des petits services à cette personne ou à cette famille. Et et simplement recréer au fait des liens sociaux. Et donc, c'est bénéfique pour les deux personnes. Les problèmes de logement sont bien sûr plus grands et plus complexes. Pour plus d'informations, consultez les sites d'Inforjeune et Latitude Jeune. Ce podcast a été réalisé et présenté par Théo et Adelin.